Je suis même pas sûr que tu m'aies souhaité mon anniversaire cette année. Ouais, bah, je vais te dire un truc. Vas-y, regarde, alors là, ça va partir. Là, si c'est pour partir comme ça, on a tendance à se dire que c'est celui qui se lève pour prendre la parole qui est le plus légitime pour le faire. Et en fait, c'est souvent pile l'inverse. Le fait d'être solo, c'est t'as 600 gars qui sont assis qui disent OK. Pour que je fasse un projet, il faut que ça vaille la peine de partir loin de mon fils. C'est toujours à ce moment-là que mon fils est là, que je lui rappelle que dans ma vie, avant tout le reste, c'est lui. Simon Astier. Oui. Ça dit quoi? Ça dit ça va. Juste ça va? Ça va, ça va. Ok, rien d'autre à dire. Ça va, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, alors ça va. On s'est vu quand la dernière fois? Ah si, je sais en vrai, je sais. On s'est vu le 1er mai chez toi, je crois. Ah, c'est fort possible. Je suis venu chez toi. C'est vrai, on se voit plus quoi. Je te vois maintenant sur ton podcast à l'autre bout du monde, mais... Bah mec, t'as tellement le boulard, tellement une star que on peut plus le catcher maintenant. La dernière fois que je t'ai vu, je croyais qu'il y avait un mec dans une salle de boxe chelou qui te lançait des trucs sur les abdos, je sais pas quoi. Ça c'est ma vie depuis 20 ans. Ça c'est normal. Je dis ouais, ça va, il reste cohérent avec ses valeurs. Bah quoi. on reste cohérent. Non, je suis grave content de te revoir. Ah, moi aussi. Et en vrai, c'est pas du mytho pour les gens qui nous regardent. C'est vraiment nos vraies retrouvailles là. Oui. C'est vrai. Hein, c'est vrai. C'est face cam, mais c'est nos vraies retrouvailles. On a évité de se dire trop de trucs avant pour s'en dire à l'image. Pour pas trop diluer la conversation. Oui. Donc on est fin décembre, là, toute fin décembre. Ouais. Tu viens seulement de finir ta deuxième tournée, c'est ça? Ouais, c'est vrai que t'as l'air un peu fatigué. Je suis éclatman. Je suis éclatman de ça. Non, je viens de quasiment jouer ma 200e du discours. La vache. À Paris. Ouais. Il m'en reste une pour mes 40 ans dans une semaine. Ouais. 31 décembre ton anniversaire. Ouais. Et le personnage a 40 ans. Tu relèves même pas que je connais ta date d'anniversaire. Ça passe comme ça. En fait, on est amis, mec. Donc genre, tu t'en bats les couilles, quoi. Ça m'aurait vexé, en fait. Ouais, mais je sais que tu connais pas ma date d'anniversaire. Attends, faut que je cherche. Non, il connaît pas ma date d'anniversaire. Je connais la date de ma mère, je connais. Ah, je crois que t'allais dire ta mère. Je crois que t'allais dire que tu connaissais la date de ma mère. De ta mère, je la connais, c'est sûr. Ok, voilà, on y est. Non, tu sais pas, frère. Tu sais même pas le mois. Ouais, mais le problème, c'est qu'avec les iPhones, le gros problème avec les iPhones, c'est que j'ai une alerte avec marqué Vincent Issartel et ton âge. Donc, je t'envoie un message. Je suis même pas sûr que tu m'aies souhaité mon anniversaire cette année. Ouais, bah, je vais te dire un truc. Vas-y, regarde. Alors là, ça va partir. Là, si c'est pour partir comme ça. Les gars, mettez en commentaire si Attends, je pense que tu me l'as pas souhaité. En fait, c'est juste pour m'humilier, quoi, c'est ça, en fait. Non, c'est parce que je suis fier de connaître ta date d'anniversaire. Vas-y, je vérifie. Je vérifie en même temps parce que je lui fais pas confiance. Ah putain, c'est en octobre. Attends, t'es en train de regarder sur quoi, là? Bah, sur mon calendrier. D'accord. Attends, moi, je vais regarder la conversation WhatsApp. Ouais, t'es tellement plus jeune que moi, en fait. Attends. Ah bah non, tu me l'as pas souhaité. Voilà. Non. Bah si. Mais tu me l'as pas souhaité. Ok, alors, c'est là où parce que vraiment... regarde, je suis du 6, donc c'est le 6 octobre, comme ça tu le sais. Voilà, oui, je sais, je viens de te le dire. Non, tu le sais pas. Et, ah putain, alors là, je vais te dire un truc. Et bah non. Si. Non. Bah non. Non, mais c'est pas grave. En vrai, je t'en veux pas. Ah ouais, en vrai, 6 octobre à 13h23. De quelle année? Sur Instagram, gars. Ah, mais sur Instagram. Bah... Ouais, mais... T'as des numéros bizarres maintenant, avec des indicatifs à 3 chiffres. Ça enlève un peu de substance non, sur Instagram, non, je t'ai envoyé un cœur et tout. Attends, je vérifie. On fait vraiment les comptes, quoi. Je suis un peu déçu, quand même. Je suis un peu déçu. Bon, bref, on s'en bat les couilles. Donc, ouais, 200 dates, le discours. Ouais, 200 dates du discours. Et là, dans un magnifique théâtre à Paris, de la Renaissance, qui est un théâtre... où jamais j'aurais pensé pouvoir y jouer, tellement que c'est grand et beau. C'est genre beaucoup plus grand que celui... 650, c'est 2 fois le Théâtre Michel, ouais. Waouh, ok. Et, avec le même charme, un peu à l'ancienne et tout? Encore plus, c'est genre magnifiquement en velours rouge. C'est un théâtre incroyable. Avec, non, c'est une belle ambition pour ce projet qui est joli et ça lui va bien à ce projet et c'est chouette. Et à la fois, ça y est, je commence au bout de 200 fois à avoir compris ce qu'il fallait que je comprenne sur ce projet. Tu veux dire sur ta manière de le jouer, ce que tu devais... Non, sur ce que ça devait me nourrir. En fait, je peux pas, quand j'initie des projets, ou même maintenant d'ailleurs, je fais plus rien sans que ça soit presque indispensable pour moi de le faire. Et là, je commence... Alors, je fais une dernière tournée dans un an qui sera
dans toutes les villes que j'ai pas eu encore la chance de faire. C'est déjà signé, c'est déjà acté Ouais, du coup. ouais. Je vais faire des très belles salles. Je vais les salles que je voulais faire quoi. À Lille, le Sébastopol, c'est un 1000 places qui est magnifique. J'ai déjà fait avec le Tournée Eurocorp. Femina à Bordeaux, à Nantes, là c'est des congrès, enfin que des belles salles dans des grandes villes, ce que je voulais faire. Parce que là j'ai fait plus les centres culturels, tout ça. Ouais. Un autre réseau qui est plus théâtral, théâtreux. Et là maintenant ça va être un réseau plus grand public aussi. D'accord. Et voilà, je pense que oui, j'ai compris ce qu'il fallait que je comprenne sur moi la solitude sur scène, c'était pas du tout ce que je me souhaitais. Ouais. Je suis quelqu'un d'équipe. À mort. J'ai vu dans une interview, tu avais dit que tu aimais agglomérer les talents. Ouais. Au service d'un projet, quoi. Ouais, c'est la force de l'équipe pour moi qui fait ce métier. Et là, j'ai fait ça, j'y suis allé avec presque malgré moi, parce que j'avais juste une équation à résoudre, un truc à comprendre sur le fait de se faire confiance, sur le fait d'apprendre à s'aimer aussi, parce que il faut quand tu es seul sur scène, il y en a qui n'ont pas de problème, qui se surkiffent. Moi, c'est vrai que c'était pas mon point fort dans toute ma vie l'image que tu renvoies, tu veux dire? Ouais, de m'estimer à la bonne place. Et en fait, je crois qu'il a fallu que je comprenne ça. Et aussi de pouvoir se suffire à soi-même, quoi. Moi, alors c'est vraiment deep au bout de 10 minutes mais j'ai appris à être mon propre parent avec ce truc. T'es seul, tu te gères, tu fais tes... Voilà, ça m'a complété en tant qu'adulte, voilà, que de faire de seul sur scène. T'as progressé toi en tant qu'être humain, Simon Astier, grâce au spectacle. Ouais, parce que tu te lances tout seul, il n'y a que toi, t'es pas noyé au milieu de plein de choses. Donc il faut apprendre à ce que le propos soit concentré, à ce qu'il soit rempli d'humanité, parce que c'est un spectacle qui parle de l'angoisse, qui parle de la solitude justement, qui parle de trouver sa place dans ce monde. C'est que des thèmes que moi je traite dans tout ce que j'écris. Les rapports amoureux. Ouais, oui. Ça c'est moi, c'est moi mon projet. Oui, mais ça reste... Voilà. C'est Adrien le perso, hein. Ouais, oui. Et ça parle d'amour, c'est en tout Sonia. cas. Ouais, mais ça parle d'amour. Ça parle de la puissance de l'amour, en tout cas. Ouais, mais ça pour toi, c'est pas... C'est le truc sur lequel tu te retrouves le moins avec le personnage, tu dirais? Ouais, je crois. Je me sens pas en galère. En fait, c'est un personnage qui envoie un texto à son ex, à Sad. Mais ils sont pas encore vraiment ex. Et en gros, il lui écrit un texto à la merde avec une ponctuation un peu douteuse. Donc il se dit, putain, est-ce que c'est vraiment clair ce que je lui ai envoyé? Et comme elle lui répond pas, il se fait toute une espèce de monde où il se dit, putain, mais c'est de ma faute, j'ai mal fait ça et tout. Et c'est vrai que ça, c'est pas moi. En revanche, le fait de douter de tout le temps, et de se demander si on a bien formulé et tout ça, oui, ça c'est moi, il n'y a pas de souci. Et aussi, c'est un spectacle qui raconte à tous les gens un peu cassés, un peu blessés, un peu fragiles, un peu angoissés, un peu anxieux, qu'ils peuvent être submergés pour un rien et basculer au plus bas pour un rien, et ils peuvent aussi pour un rien remonter l'échelle plus vite que les autres. Je pense que ces gens-là, dont je fais partie, on développe les deux pôles en fait, la capacité à pouvoir... Toi tu m'as connu dans les deux moments où tu t'effondres et à la fois d'un coup tu fais « Ah, je vois un peu de lumière » et bam, tu remontes. Et c'est ça aussi que je trouve beau dans ce spectacle. Et avec la force de l'amour, voilà, la force de l'amour. Mais moi, l'amour, mon moteur d'amour à moi, c'est mon fils. C'est ça que ça raconte aussi dans le discours, c'est que l'amour, c'est l'espoir, l'amour, c'est comment est-ce qu'on... Et moi, à chaque fois dans ma vie, quand il y a un truc, c'est lui que je vois. Et c'est ça qui fait que tout repart vite. Bah, je voudrais qu'on en parle après, parce que c'est vrai que la dernière fois qu'on avait fait un épisode, Ça dit quoi, j'étais pas encore papa. Enfin, ça m'a aussi changé ma façon de voir la vie, d'être père. C'est la plus belle chose. Et il y a aussi beaucoup ce rapport familial dans le discours. Enfin, il y a aussi beaucoup cette enclave un peu familiale qui est pas, on va dire, une famille ordinaire, après, même si on a tous des familles parfois bizarres et tout. Oui. Dans quelle mesure cette famille ressemble à la tienne, ou dans quelle mesure elle est complètement antagoniste à ton cadre familial à toi, le personnage que tu Moi, joues? mine de rien, la famille est toujours un peu présente dans ce que je fais aussi. En tout cas, le groupe,
plus que la famille de sang, mais... oui, mais là on parle de la famille de sang, parce que ça reste un repas de famille au sens premier du terme. C'est ça la pièce, c'est qu'il est un repas de famille et qu'il doit gérer tout ça et qu'il doit gérer tout ce qui lui arrive avec des gens. Et en fait, il dit, mais j'ai une place, même ma place dans la famille, elle est pas ouf. Et il se bat contre ça. Et ouais, je sais pas si c'est différent. En fait, lui, quand il gère sa famille, sa sœur qui l'emmerde, son beau-frère qui lui demande de faire un discours alors qu'il n'a pas envie, qu'il n'aime pas ça, qu'il n'aime pas la fête, qu'il n'aime pas c'est tout ce qu'il déteste, sa mère qui lui a pété les rouleaux, son père qui est à moitié là et qui fait autre chose. Mais en fait, c'est lui qui nous raconte sa famille, donc c'est à travers son point de vue, à quel point il est de bonne foi. Moi, je peux te parler de quelqu'un ici, on pourrait décrire des gens qu'on connaît en commun. Toi, tu m'en parlerais, ça serait quelqu'un de merveilleux. Moi, je t'en parlerais, ça serait un relou. Et en fait, la vérité, elle est sur le long terme, tu vois. Sur le long terme et entre les deux, bien sûr. C'est ça que j'aime bien dans le discours, c'est qu'il est de mauvaise foi absolue, parce que comme il est flippé et qu'il n'aime pas ce qui lui arrive, en fait, on a l'impression que sa vie est pourrie, mais sa vie n'est pas pourrie. Voilà. Et donc le rapport à la famille, moi j'ai une famille qui est compliquée, une famille où tout le monde fait un métier d'image, où tout le monde crée, où tout le monde, c'est pas des personnalités qui sont faciles, mais je me suis construit avec eux, contre eux, avec eux, à côté d'eux, en opposition, faut trouver sa place. Moi, je suis le dernier, moi, je suis le plus petit, donc c'est pas la place la plus facile. Et à la fois, c'est aussi une place de confort parce que t'as du recul. Tu peux voir aussi ce que... Donc, je pense que j'aurais pas écrit un truc sur la famille, mais ça m'amuse de le jouer. Voilà. C'est pas un thème dans ce que j'écris qui est forcément le plus... bizarrement, j'écris souvent dans ce que j'écris, les amitiés sont la famille, le socle. À chaque fois, c'est les copains, les copines de mon héros. La famille qu'on se choisit, pour toi, autant d'importance que la famille de sang. Oui, parce qu'au final, j'ai l'impression que ce que je trouve joli, c'est que quand on vieillit, on se pose des questions, on apprend à se connaître, on affine qui on est pour s'affirmer en fait au final. Moi maintenant que j'ai 40 ans dans une semaine, je vais commencer à faire des phrases de vieux gars, vraiment, hein, c'est fini. De boomer. C'est-à-dire je monte le pic là, puis après maintenant je vais crever dans pas longtemps, tu vois. J'ai passé le... Est-ce qu'au repas de famille, tu vas être l'oncle qui fait des blagues de beauf un peu gênantes? Je sais pas, non, je pense qu'au repas de famille, je serais vraiment ivre-mort dans un coin, tu vois, sur mon téléphone. Mais ce que j'aime avec la famille de cœur, et t'en fais partie, c'est les gens qu'on choisit en fonction de qui on est, de ce qu'on est. Je pense qu'on se complète. Je pense on a des figures familiales. Moi, tu vois, on connaît Alban Lenoir. Alban Lenoir, moi je l'ai rencontré, j'étais un adulte très fragile et ça a été une figure aussi parentale pour moi. Ça a été en même temps mon meilleur ami et ça a été en même temps quelqu'un à qui moi j'ai appris des choses sur le métier. Lui m'a appris des choses sur la vie et sur le métier et en fait on s'est tous les deux, on avait ce point commun d'être jeunes et il nous manquait des bouts. Donc en fait on s'est mis des petites briques à chacun comme ça et avec plein de gens dans ma vie, j'ai aussi eu cet échange-là. Et je trouve que la famille de cœur, elle t'amène ça. Tu vas chercher aussi ce qui a pu te manquer ou ce qui a pu être fait pas forcément de la bonne manière. Et je crois beaucoup en ça. Et l'avantage avec les amis, c'est que si au bout d'un moment tu te rends compte qu'il y a une relation qui te va plus, tu peux dire bah ciao. Tu dis bah en fait ça nous amène plus rien de bien. Alors qu'avec ta famille, non, il y a un truc où c'est ouais, après il y a des gens qui rompent aussi avec leur famille. Ouais, mais c'est plus dur. C'est plus dur parce que socialement, c'est dur de rompre avec une famille, tu vois. C'est pas la même chose, quoi. Avec un ami, ça arrive. C'est même, je pense, qui rend la relation saine. C'est que tu peux partir. Donc ça veut dire qu'il faut que tu sois la meilleure personne pour l'autre aussi, le meilleur ami possible. En famille, tu peux te faire les pires crasses, tu restes. Que t'as un tampon sur le front, quoi. Et du coup, je pense que les gens vont parce que tu es souvent assimilé à ton demi-frère, Alexandre Astier.
Et vous en êtes où? Est-ce qu'il y a des projets qui vont voir le jour? Est-ce que... Alors je sais que lui, il est dans son... Des projets communs, hein, j'entends. Hein. Bah, je sais qu'Alexandre est actuellement dans son projet incroyable de faire je sais plus combien de films de Kaamelott il lui reste à faire. Ah, c'est toujours... Il y a encore des films qui vont voir le jour? Ouais, et puis surtout, je crois qu'il a... Le succès du premier lui a fait encore remonter l'ambition de la suite, je crois, ouais. Et il fait une fresque, en fait. Il va jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire. Des projets ensemble. Ben, lui, il fait ça. Moi, je fais mes trucs de plus en plus avec des gens différents. Moi, j'ai peut-être moins l'attachement à... J'adore aller de projet en projet. Ouais. Je sais que lui, il a une saga en tête. Je pense que ça restera. D'ailleurs, on l'a vu, hein, et on le voit encore tous les jours dans la rue. Ça a marqué les gens. Kaamelott, c'est genre un truc, ça fait partie d'eux, en fait, maintenant. On a été dans leur salon pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Donc, en fait, Alexandre, lui, je pense que toute sa vie, il pourrait approfondir son univers et le faire grandir et le faire... et le décliner et tout ça. Moi, T'as un peu ça avec HeroCorp aussi? Non. Moi, j'ai adoré le laisser. J'ai adoré arrêter ma série au bout de 10 ans et me dire, pendant cette décennie-là, j'ai eu ces problématiques-là, maintenant je vais aller faire autre chose ailleurs. Je pense que c'est aussi pour ma une place certaine fanbase, à mon avis, tu resteras à jamais le gars qui a fait HeroCorp. Ah, je sais pas. J'ai tellement de choses à faire encore, j'ai tellement d'idées encore, j'ai tellement de trucs à venir que je pense qu'avec HeroCorp, on a marqué le public qu'on a eu parce qu'on a été les premiers à faire une série qui était hors des grandes chaînes de télé. C'était le premier. Alors maintenant, il y en a plein, et puis avec les plateformes, il y en a encore plus que plein. Mais on a été les premiers à faire une série qui n'était pas une série sur TF1, France 2, M6, à l'époque où il n'y avait pas encore toutes ces chaînes, tu vois. Et c'est vrai que ça a marqué les gens, peut-être même plus que la série en elle-même. Mais cette liberté qu'on avait de dire, ben venez, on fait de la fiction autrement. Donc, mais ça fait longtemps maintenant, tu te rends compte, ça fait... Ouais, mais là tu dévalues presque la qualité d'écriture et la force des personnages que tu as créés. Non, non, parce que j'ai une tendresse infinie pour ça. Moi, j'ai aussi grandi dans mon métier, dans ma vie d'homme, grâce à HeroCorp, tu vois. Mais c'est vrai que j'adore, moi, aller de nénuphar en nénuphar, quoi. C'est ça qui me plaît dans ce métier. C'est que j'aime bien avoir un truc où d'un coup c'est le centre de ta vie pendant un temps, donc tu es à mort dessus, tu fais que ça, puis après hop, tu vas ailleurs, et faut rebâtir. Sans qu'il y ait forcément de lien entre les projets ou que... J'aime bien ça. En fait, ce que j'aime dans ce métier, c'est ça, c'est que d'un coup, t'as un truc qui est un confort, un truc, t'es installé, 10 ans, c'est énorme dans une vie. Et puis après, pam, tu vas ailleurs. Et en fait, ça te fait te rendre compte de où t'en es, ta capacité à rebondir, ta capacité à réinventer, ta capacité à recréer d'autres liens avec d'autres gens dans le métier. Moi, ça me permet aussi quand je coupe un projet, ça me permet de me dire, ok, maintenant où j'en suis et c'est quoi que je raconte, tu vois. Et dans l'autre série que j'ai fait après, Visitors, je vois exactement ce que j'avais raconté dans cette série. J'avais raconté des problématiques d'adultes de maintenant. Et je pense que si j'avais continué une autre série avant la même, eh ben non, parce que le personnage est né de mon cerveau de quand j'avais 20 ans. Donc c'est pas la même chose, j'ai vu une autre vie depuis, tu vois, et c'est ça, voilà, je pense que, en tout cas moi dans ce que je fais, j'aime bien me nourrir. Tu veux dire que tu as construit Visitors avec ta nostalgie du gars de 20 ans, c'est ça que tu viens de dire? Non, ça veut dire que j'ai construit mon héros dans Visitors et l'univers qui est autour de lui avec mes problématiques de mec de 35 à l'époque. D'accord. Autre chose, un autre parcours, une autre... Donc le fond, mais la forme, elle est quand même empreinte de... Comme tu l'avais dit d'ailleurs au moment où il y a eu le lancement de X-Files ou de séries... oui, bien sûr. Men in Black, enfin toute cette cinématographie années 90, quoi. C'est un décorum que j'aime bien. Mais c'est pour ça, je te dis vraiment, maintenant, à mon âge, là, maintenant, je peux vraiment assumer d'avoir un discours comme ça, hein, de dire, ouais, c'était mieux avant. Ça t'a fait un truc que Mathieu Perry meurt ou pas? Bah, bien sûr. Ça, c'est des figures parentales pour moi. Les personnages de films, ça, c'est des figures parentales. C'est des gens qui te bercent, lui, avec son humour, et
Et le personnage, pour jouer ce personnage-là comme ça, il nous a livré de son âme dans ce qu'il jouait. Le maladroit qui utilise l'humour et qui est en fait incroyablement sensible de l'autre côté, tout ça, c'est des gens qui nous aident à grandir, ouais. Donc ouais, ça m'a fait quelque chose. Tu penses que c'est des mecs qui sont similaires à leur personnage, au vu des années qu'ils ont passé à incarner le personnage, de l'âge auquel ils ont commencé? C'est une vraie question que je me pose. Parce que par exemple, tu prends les interprètes les plus incroyables qui nous font le plus rêver au monde, à quel point ils peuvent inventer ce qui ne sont pas et ce qui n'ont pas vécu. Après, je dis pas que si tu joues un capitaine de bateau qui doit sauver son équipage, il faut pas que tu sois capitaine de bateau dans la vie et que tu aies sauvé 1000 personnes pour le jouer correctement. C'est juste le moment où la peur prend le dessus, le moment où le courage revient, le moment où il y a de l'empathie pour des gens, le moment où toutes ces émotions-là, je pense qu'il faut les avoir explorées pour les vivre et pour les retranscrire à l'image. J'en suis même convaincu, je pense que... Il faut les avoir vécues au préalable? Ouais, je pense qu'il faut avoir travaillé son humain pour reproduire ça. Parce qu'en fait, on reproduit des choses de l'humain, tout simplement. On raconte des histoires sur les humains. Et c'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, là, tu vois, je travaille sur un projet et on se pose une vraie question. Et le monde change pour plein de raisons, des bonnes, des mauvaises, c'est pas le débat. C'est juste que, tu vois, par exemple, nous, on a grandi avec le mythe de le monde est en train de s'écrouler, il y a un danger, et bien grâce à Bruce Willis, on va s'en sortir, tu vois. Ou grâce à Steven Seagal, les gars, lui tout seul. Hein. Je ferais plus confiance à Bruce Willis en vrai. C'est bon. Et en fait, tu te rends compte qu'aujourd'hui, là, moi j'écris un projet qui parle de, justement, quelque chose qui s'effondre à énorme échelle, et on cherche notre héros. Et en fait, moi j'ai jamais écrit de choses comme ça. Donc, quand j'écris fais pas un héros non-genre, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Quand j'écris une histoire, moi, j'écris une histoire à petite échelle. C'est-à-dire que dans un petit cercle comme ça, où tu peux toucher les bords, il y a un gars qui a un problème à lui, et qui va s'en sortir. Donc, il va utiliser ce qu'il est. Il va comprendre, je parlais de briques, hein, il va comprendre la brique qui lui manque, et en mettant la brique en lui, il va trouver une solution pour se sauver, ainsi de suite. Ça, c'est l'histoire que j'écris tout le temps, moi. Et là, tu te dis, mais ok, il nous faut un héros. Tu dis, ok, alors ça peut être un mec, tu vois, c'est un vrai danger, c'est genre danger, tu vois. Ouais. On dit, ok, alors c'est un mec qui connaît les armes. Et on fait, ouais, mais d'accord, mais il va faire poum poum sur un gars, et vu qu'ils sont 200 en face, c'est pas suffisant. Donc on dit, ok, donc c'est lui, en même temps, quelqu'un qui est stratégique, de l'autre côté. Et on se rend compte là que on n'y croit plus à ces histoires-là, où Bruce Willis sauve le monde. Et là, moi, j'écris une histoire où en fait, c'est toutes les compétences qu'il faut pour sauver le monde, hein, c'est pas juste et ben c'est plein de gens en même temps. Et ça, j'ai même envie de dire que c'est... C'est les Avengers un peu ton pitch, non? Non, parce que les Avengers, on n'y croit pas non plus. C'est... Non, mais dans l'agglomération des skills différents. Bah ouais, et j'aime bien ce que ça raconte, de se dire que et même pour aller encore plus loin, j'ai envie de dire, c'est notre identité à nous, de Français, Européens. On est à la base ça, on est une entité, tu vois, on est un groupe, et on va couper la tête du roi, nous, tu vois. Et en fait, tu te dis, mais c'est quoi notre mythe? Et j'en reviens, c'est très chelou comme discussion, mais j'en reviens à... j'ai fait une masterclass un jour avec un scénariste américain qui a écrit des trucs un peu fat, genre même ultra fat, genre Le Roi Lion, machin et tout. Et le gars dit, nous, avec nos héros américains, le gars tout seul et tout, il dit par exemple, en Australie, ça marche pas, ces films-là. En Australie, ils rigolent de ça. C'est presque une parodie. Ça marche pas ou ça marche plus? Ça marche pas. Parce que dans leur vision du monde à eux, ils disent, mais d'où en fait? D'où le gars? Non, le gars, il tombe, il meurt en fait. Tu vois? Il traverse une baie vitrée, il se coupe en fait, le gars. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Bruce Willis, il se coupe pas. Il a genre une petite entaille là qui est stylée, qui est un peu sexy. Tu vois, tu fais, putain, il est tellement stylé avec ça. Tu vois? Ouais. Et... oui, mais là, tu déconstruis le mythe de tous les films qu'on aime en vrai, en disant ça. Non. C'est-à-dire que Mel Gibson, tout, Indiana Jones, Stallone, Schwarzenegger. Indiana Jones, c'est pas pareil. Indiana Jones, il a de l'humour.
il a de la distance. Ouais. Et en plus, lui, il a une quête qui est liée à lui, qui est liée à... Souvent, il faut aller chercher un objet, un truc, un machin. C'est son problème à lui, tu vois. Non, moi, je déconstruis pas le héros. Je me dis qu'aujourd'hui, déjà, ces films-là m'ont bercé. J'ai adoré me dire que Bruce Willis va sauver le monde parce que franchement, on en a eu besoin à un moment donné. Je pense qu'on s'est identifié. Mais que finalement, aujourd'hui, tu peux plus écrire un truc comme ça. Mais pas parce que les convictions changent, parce que le monde change aussi. Et parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs qui se désagrègent, tu vois, que ce soit de démocratie, de machin, de valeurs, il y a une mutation du monde. Donc en fait, c'est plus un gars tout seul qui peut sauver l'ensemble. Je pense que les histoires suivent pas la mode, hein, suivent l'ère du temps. Et l'ère du temps va vers un truc où il va falloir qu'on se rassemble tous, tu vois, qu'on se trouve tous une manière de coexister pour s'en sortir. Et je trouve que alors les histoires on est vont vers plus ça. dans une tendance de se désunir plutôt que de s'unir, je pense. Non, on est dans une tendance de... il faut que tous ceux qui n'ont pas eu de place en aient une maintenant. Et ça crée du bordel parce que ceux qui défendent l'éco ne sont pas souvent les plus légitimes à le faire. C'est même souvent le contraire. Je ne sais plus qui disait ça. Il y a une citation de ouf de je ne sais plus qui disait ça en fait, qui disait on a tendance à se dire que c'est celui qui se lève pour prendre la parole qui est le plus légitime pour le faire, et en fait c'est souvent pile l'inverse. Mais moi ce que je vois aujourd'hui, non, c'est si on et je ne vais même pas en parler, mais si on dégage tout ce qui est juste du bruit, des réseaux sociaux, tout ce qui est toxique, et qu'on regarde le fond de tout ça, c'est que, mine de rien, on se questionne et on se dit, ok, les déséquilibres, l'injustice, le machin, maintenant, on peut plus. Parce que le monde est tellement dangereux, le monde est tellement fait de, tu vois, enfin, on voit, on en parlait off au début, mais on se dit, nous, on vit dans un pays où, genre, qui est affiché comme étant une grande démocratie, un exemple, et en fait, tu te dis, mais dans les fonctionnements à nous, ben, tu te rends compte qu'il y a de la corruption, qu'il y a du machin, enfin qu'il y a tout, en fait, on est à l'abri de rien. Tu te rends compte. N'importe où, on est à l'abri de rien. Donc, ouais, j'ai l'impression que le salut est dans l'union. Et dans l'union de... Et tu remarqueras dans la littérature, souvent dans les BD, ça se voit aussi beaucoup, qu'en fait, en fonction de l'époque, eh ben, si tu veux comprendre la tendance de la société, lis les écrits, regarde les films, et en fait, tu vois que ça suit ce qui se passe. Les histoires suivent ce qui se passe. Des fois même anticipe un petit peu. Ouais, exactement. Dans la littérature. Parce que l'imaginaire est empreint de là où on vit, en fait, du contexte dans lequel on vit. Donc ton imagination, les histoires que tu vas écrire sont forcément une projection que tu fais toi, du monde dans lequel tu vis. Je rebondis parce que j'ai regardé dans l'avion hier le le dernier Mission Impossible, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, et je l'ai trouvé terriblement nul à chier. Ah, j'ai pas vu. Et en fait, je suis pas spécialement d'accord avec le fait que les héros, comme tu dis, des années 90 ont peut-être plus leur place dans le paysage cinématographique. Enfin, non, en tout cas, moi, j'ai encore envie de... C'est juste qu'on n'y croit plus. C'est que moi, j'y crois plus aujourd'hui. Au mec qui sauve le monde tout seul. C'est ça que je dis. Hein. C'est pas En tout cas, moi, le film n'a pas réussi à m'y faire croire, là. Et c'est rare. Et... J'ai pas vu. Après, il est fort quand même. Tom. Non, mais les cascades, t'as peut-être déjà... 61 ans. La cascade où il est sur une montagne, là, tu sais, qui part en bécane et il parachute et machin. C'est incroyable. Mais le storytelling, il est nul à chier. Franchement, c'est chiant. Ça commence avec un sous-marin nucléaire russe. Stylé. Qui tire un missile. Non mais tu parles des films des années 90, les films qui démarrent dans un chalutier ou dans un sous-marin nucléaire, avec un truc qui fait, il y a un truc, une bombe qui arrive, c'est stylé. Ouais, mais c'est stylé, mais ça a été vu combien de fois? C'est vrai, mais on a tous envie de le faire. Moi je rêve de faire ça un jour, vraiment. Un chalutier, genre sur une mer au Japon, machin et tout, avec des mecs, avec un radar qui, stylé, trop stylé. Est-ce que c'est ce cinéma-là qui te fait le plus rêver, toi, donc ce cinéma d'action de grande ampleur, ou est-ce que c'est des grandes sagas comme Harry Potter, comme Le Seigneur des Anneaux?
Moi, j'ai eu la chance d'être élevé par une mère qui travaille dans le théâtre public. Donc, en fait, moi, j'ai été biberonné à des pièces de théâtre très obscures et très austères. Donc, la narration m'a été présentée. Ma mère, elle écoutait Johnny Hallyday et elle jouait du Pirandello. Ce qui fait qu'en fait, j'ai toujours eu... et en plus, elle défendait l'écart entre les deux. Ouais. Donc le cinéma qui me fait rêver, c'est le cinéma dans sa globalité. C'est le fait que ça existe. C'est le fait que la possibilité soit infinie. Et je vais me nourrir d'un Mission Impossible, comme je vais me nourrir d'un, je sais pas, d'un Sans filtre là que je viens de voir. Je vais me nourrir de tout ça. Et en fait, le fait que tout existe et qu'il y ait la culture du popcorn et la culture de la réflexion profonde sur l'être humain me rassure. S'il y avait que l'un ou l'autre, j'aimerais pas le cinéma, je pense. J'aime la pluralité. Et en fait, dans une semaine, si je vois 10 films, ils sont les 10 différents. Mais ceux que tu retiens, c'est ceux qui te laissent une empreinte. C'est jamais un Marvel. Ça dépend. Ça dépend lequel déjà. Il y a d'Iron Man qui m'ont marqué aussi. Il y a... Le premier Spider-Man avec Willem Dafoe. Non, moi, les super-héros qui m'a marqué, c'est Batman et pas ceux de Nolan, pas ceux qui sont très réalistes, ceux qui sont dans un conte de fées. C'était ma tête, moi. La avec vision Nicholson en Pingouin. Plus non, Nicholson en Joker dans le premier, Joker, ouais. qui était plus polar noir, et le deuxième, Michel Pfeiffer, Christopher Walken et Danny DeVito, autour de Michael Keaton, le Pingouin, le Comte. Ça m'a marqué, ouais. Mais après, moi, j'ai 40 ans, je te rappelle, dans une semaine. Ouais. 31 décembre. Ouais. 6 octobre. Comme ça. C'est vrai que de tout temps, l'industrie applique des recettes. Peut-être que des fois, dans un film, elle se voit plus que dans un autre. Peut-être qu'on parle de ça aussi, mais faut pas oublier que moi, j'adore la télé. J'en ai fait beaucoup, j'en ferai encore beaucoup. Les séries télé n'existent que parce qu'on a un objet chez nous qui est fait pour nous vendre des produits et qu'entre les coupures pub, on met des machins à montrer aux gens. Des séries, des émissions et tout. Et si tu commences à le prendre mal, ça, bah, faut que tu arrêtes ton métier, tu vois. Si tu te dis, du coup, j'ai des espaces de création entre la pub, c'est super. Parce que naît la série télé, naît le cliffhanger à la fin de l'épisode, naît le cliffhanger avant la coupure pub où tu fais « Wow, putain, j'ai hâte que ce soit fini ces conneries pour reprendre le truc. » Donc, le cinéma aussi est une industrie. Et les films qui peuvent nous décevoir parce qu'on se dit « Voilà, c'est trop, c'est machin, tu sens que ça a été fait que pour plaire au plus grand nombre et tout », c'est ce cinéma-là, avec ces milliards de recettes-là, qui fait que le petit cinéma existe aussi. En fait, je pense qu'on peut pas être déçu. C'est peut-être après avoir vu ces gros films qui sont, à mon sens, de moins en moins intéressants, mais que tu te rends compte que les petits films sont plaisants à regarder, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est que le fait qu'il y ait des énormes machins qui assurent la pérennité d'un système, financièrement, fait que la création peut se développer ailleurs. Mais ça dilue le public. Parce qu'il y a du public qui, je pense, n'est consommateur que de ces films popcorn, justement. Ouais, mais il y a un public pour tout. Quand il y a un bon petit film, le bon petit film, il marche à son échelle. Et le marché fait que le bon petit film n'a pas besoin de faire des millions d'entrées pour être rentabilisé. Alors qu'un Marvel, oui. Tu vois donc ça reste vertueux, tout ça. Nous, on ne se rend pas compte en France à quel point, par exemple, Danny Boone et Intouchable derrière les ch'tis et Intouchable ont dû financer des milliers de projets. Tu vois, le succès, les 20 millions, donc la recette, le machin et tout, ces mecs-là et tous les gens qui font des millions d'entrées aujourd'hui, qui ne sont pas forcément les gens les plus respectés, font vivre l'industrie. Et c'est super intéressant qu'il y en ait pour tout le monde. Et je pense que quoi qu'on dise, quand un truc est bien, c'est subjectif bien,
Mais quand un truc est bien, quand même, il trouve sa voie. Mais la vocation première, c'est quoi? C'est de divertir, c'est de faire rêver, c'est de faire réfléchir? Ou chaque film, chaque type de film a son... Par exemple, tu vois, je regardais il n'y a pas longtemps une interview de Vincent Cassel sur Click, qui faisait la promo du nouveau Trois Mousquetaires, là, le volet 2. D'ailleurs, moi j'ai pas vu le 2, mais le 1 il est charmé. Hein. Moi j'ai vu ni l'un ni l'autre, j'ai vraiment envie de les voir. Non, c'est charmé. Et en fait, il disait que c'est peut-être un des vrais seuls films français qui a les moyens de ses ambitions et qui du coup fait du cinéma un peu d'ampleur à l'américaine. Ah, non. Enfin bon. Alors après, si je me souviens bien de ses propos aussi, je pense que ce qu'il disait c'était un peu ça, c'est que de ces grandes fresques un petit peu qui relatent l'histoire, je pense que c'est quand même pas le même budget qu'un Napoléon, sûrement, mais... Non. Je crois que c'est... Je sais plus combien c'est de budget. De quoi, des Trois Mousquetaires? Ouais. Autour des 30 ou des 25-30, non? Je sais plus. C'est fat? Oui, c'est fat. Mais Un Napoléon, c'est quoi le budget, genre, à peu près, tu penses? Mais les Américains fonctionnent différemment de nous. Nous, les Américains, le gars, il écrit une séquence où il faut construire une pièce de machin, qu'elle soit détruite par un bidule, et que les mecs, ils font, en fait. Les Américains, ils pensent... ils distribuent dans le monde entier, les Américains. Nous, les Français, non. Donc en fait, on pense différemment, on n'a pas les mêmes moyens, les mêmes ambitions, tu vois. Aujourd'hui, avec les plateformes, tu te rends compte on se rend compte ce que c'est que d'avoir les moyens de films d'action, de grands spectacles. Alors qu'avant, on a plus été formé à inventer, à suggérer et tout. Mais je pense quand même que ça reste la meilleure chose de suggérer. Tu suggères un danger, il y a un film... Et suggérer, du coup, tu l'opposes à quoi? À relater? À montrer. Des choses qui ont déjà existé? À montrer. Que, tu vois, si on est ici et que dans le film qu'on est en train de faire là, il y a une bombe qui pète dehors et qu'on sort et qu'en fait Dijon a disparu et qu'on est les seuls survivants là, tu vois, et ben, ou alors la version blockbuster où vraiment t'as un plan de drone sur le bâtiment qui descend et puis tout pète et puis d'un coup tu fais un plan encore plus large et puis tu vois Dijon qui disparaît, ou alors on est là, on discute, ça tremble, il y a des trucs qui nous tombent dessus, on sort et dans notre épaule, au plan à l'épaule, et ben tu te rends compte que tout a disparu et qu'il y a des gravats, des machins, c'est autre chose. C'est autre chose. Là, on était avec nous, on était dans notre intimité à nous. On suggère, on se dit putain, qu'est-ce qui se passe dehors? Et le moment où on va se lever et aller voir, tu crées de l'émotion chez les gens. Tu vois? Alors que si tu as montré tout qui pète, c'est autre chose. C'est Independence Day versus Prisoners, quoi, en gros, non? Ce qui est aussi beau, c'est que chaque metteur en scène a sa manière de raconter les histoires et les événements et de les suggérer, de les montrer. Ouais, en fait, ce qui est cool, c'est que quand tu racontes des histoires, tu prends quelqu'un par le bras, et puis tu lui dis, ok, donc il y a ça, puis tu l'amènes là, puis d'un coup tu fais, et non, en fait c'est ça, et il a peur, et puis hop, tu vois, c'est ça qui est chouette. Et ça qu'on aime bien, je pense, quand on voit un film. C'est qu'il y ait quelqu'un qui nous montre où regarder, puis qui d'un coup nous laisse réfléchir, tout seul, puis d'un coup il nous reprend, puis il nous fout là-bas. C'est ça qui est beau, quoi. Et c'est vrai que, oui, parfois le côté blockbuster nous éloigne de ça, mais qu'est-ce que c'est jouissif aussi. Je sais plus quel film on avait vu tous les deux, on avait vu un des Fast and Furious et tout, machin, où tu te dis, mais... Alors ça date, parce que moi les derniers, j'ai pas pu me forcer à les regarder, je t'avoue. En fait, on est face à un écran énorme avec des bagnoles, le montage son il est ouf, vu, avec The Rock aussi. Ouais. Et en fait, tu te dis, mais je suis au spectacle. Je suis au spectacle quand le bruit des moteurs fait trembler mon siège. C'est super, tu vois. Et puis d'un coup, je pense que c'est du plaisir. C'est du plaisir. Et la créativité, la création est comme un supplément d'âme qui va là où elle est accueillie. Il y a eu un cinéma dans les années 70 qui était très créatif, qui était une révolution culturelle, une révolution. Et puis d'un coup, c'est devenu quelque chose, une industrie. Donc la créativité est un peu partie. Elle allait se mettre dans les séries télé, où tu as la génération Les Sopranos, tu vois. C'est juste après, ce cinéma-là, tu vois. Et en fait... Quelle série fantastique.
Et ben, c'est né de ça. C'est né de, est-ce que c'est pas un peu trop commercial là? Bon bah du coup, on va créer ailleurs. Et en fait, c'est ça qui est beau, c'est que les gens inventent, ils créent et ils vont se nicher là où il y a de la place et puis ils se font des places, tu vois. C'est ça que j'aime bien moi. Et donc c'est pour ça, j'en reviens là, c'est Pirandello, Johnny Hallyday. Et en fait, les deux me provoquent des émotions fortes. Johnny, quand il chante sur scène, tu fais waouh, tu vois. Pirandello, c'est pareil, c'est une pièce. T'es un peu là-dedans toi aussi, dans ce grand écart quand on y réfléchit, parce que maintenant t'es dans le seul sur scène au théâtre, ce qui est un peu je pense pour le côté un peu intello de ce métier et tout, c'est la substantifique moelle de se produire au théâtre, je pense, versus, je sais pas, même pas à l'opposé, mais Visitors, qui est une série grand public, qui parle d'extraterrestres, de choses, on va dire, vulgaires ou imperceptibles. Pas vulgaire au sens dégradant, oui, mais au sens vulgarisé. Voilà, de la culture populaire vulgaire. Et à quel point tu te sens à l'aise dans l'un et dans l'autre, à quel point les deux se complètent, à quel point les deux sont différents. Tu te situes comment là, toi, au milieu? C'est une nécessité de faire les deux. Pour toi ou pour moi, pour un comédien au sens large? Pour moi, les comédiens, Je sais que tu t'aimes pas te définir comme comédien ou que t'es... Enfin, en tout cas, c'est pas ce qui te fait vibrer le plus. Ouais, moi, c'est de créer des trucs. Ouais. C'est de créer Et c'est ce que je fais le plus maintenant. Là même, il y a des projets en ce moment où je n'apparaîtrai même pas à l'image, même pas pour un petit rôle. Il y a des choses où j'ai... Ça dépend, hein, mais non, oui, de faire les deux, c'est important pour moi. De faire le discours, mais le discours, c'est... Moi, il y a aussi un truc que je fais, c'est que on est tous conditionnés par l'enfance. Moi, ma grand-mère, qui m'a vraiment élevé ici à Dijon, j'ai toujours en tête de me dire, il faudrait qu'elle puisse le voir, ça, tu vois. Donc la série sur les aliens, tu dis que c'est grand public, mais pas tant. Parce qu'il y a des gens qui feraient « Ah non, moi je préfère voir une comédie sur des parents qui divorcent, tu vois, ou sur un truc très... Ma mère, elle dit les trucs sur la vraie vie. » Voilà. Moi, ce qui m'insupporte, ce type de... Je déteste. Mais parce qu'en fait... Sur les trucs qui divorcent, qui te ramènent à tes... Tu vois, ou ton père qui apprend qu'il a un cancer, ou machin, les trucs... Eh ben, c'est là où, tu vois, pour revenir à Kaamelott, nous, on est arrivé sur la case de Caméra Café. Ouais. Et il y a eu Kaamelott juste après. Et ben, en fait, au début, Kaamelott, on a eu un mauvais accueil, mais très court. Ok. Parce que le public de Caméra Café, il aimait ça. Il aimait, je pense... Moi, je te parle de la vraie vue. Là, c'est potage, Caméra Café. Non, ça symbolise de... Eh ben, les gars, vous allez au bureau et c'est compliqué et c'est machin, et ben, on va en rire ensemble. Tu vois, la vraie vie, la vie concrète... Oui, mais c'est des personnages caricaturaux. Oui, mais c'est pas ça, je pense, qui fait que les gens vont dedans. Parce que c'est pareil dans Kaamelott. Hein. Je veux dire, on est aussi caricaturaux dans Kaamelott. C'est juste que il y a des gens qui vont rêver dans le ok, mon quotidien c'est ça, et ben les artistes, faites une version qui va me dédramatiser ça, mon quotidien. J'ai envie de voir ça. Et il y a un public, je pense c'est la plus grande partie qui aime ça. Et t'as ceux qui vont dire, bon bah moi dans ma vie, il me manque ça, montre-moi des dragons, montre-moi des aliens, montre-moi des trucs qui n'existent pas pour que je décroche mon cerveau pendant un temps, que mon imaginaire soit stimulé, et comme ça, quand demain le concret reviendra avec j'irai au boulot et tout machin, j'aurai été nourri de ça. Et en fait, il y a plein de publics, mais je pense que le public français est plus celui qui dit aux artistes, ma vie de tous les jours, s'il te plaît, montre-moi là sous un autre angle. Plus que emmène-moi rêver dans les montagnes. Un peu magiques. le discours finalement, mais c'est traité encore sous l'humour. Est-ce que ça aurait été possible de jouer le discours? C'est pas que de l'humour, le discours. Non, c'est pas que de l'humour, parce que il y a au final un peu de dramaturgie, enfin ça parle de... Oui, mais ton jeu fait passer la pilule de sujets graves à une échelle. Parce que c'est un mode de communication. Mais au final, ça parle vraiment de comment toute l'existence peut être lourde et les moindres choses peuvent être lourdes à vivre. Et c'est ça aussi qui fait que le ton est hyper important. Mais est-ce que ça serait jouable au pur premier degré, sans humour,
en faisant juste part d'une situation que le mec a pas envie de vivre, à savoir d'écrire un discours qui lui pète les couilles, d'une vraie anxiété de est-ce qu'elle va me répondre ou pas, mais qu'il le vit vraiment mal sans le... Est-ce que ça serait déjà jouable? J'ai même du mal peut-être à me l'imaginer, parce que ça serait peut-être... Est-ce que c'est une vraie angoisse qui met presque le public un peu mal à l'aise de les renvoyer à une situation qu'ils ont déjà vécue, mais qui les a en l'occurrence pas du tout fait rire, tu vois? Plusieurs choses. Je pense que une bonne comédie est avant tout une bonne histoire. Ça veut dire que si tu enlèves comme ça une couche de comédie et d'humour, il faut que ça reste un film, une histoire qui se suit et qui est bien faite. Si tout repose sur l'humour, je pense qu'il y a des manques, déjà. Et après, c'est... Par exemple, l'inverse de la comédie, ça serait le mélodrame. Ça veut dire, la comédie, c'est on met de la distance dans les situations, et le mélodrame, c'est je suis un personnage d'une jeune fille abandonnée, battue, aveugle, avec un cancer, qui travaille à l'usine, et je suis battu par mon... Ça, c'est un mélodrame. Je crois que c'est quasiment Don't Starve in the Dark, en plus, de Lars von Trier. C'est chaud. Et en fait, le mélodrame, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, et malgré tout ça, à la fin du film, je vais quand même mourir dans l'atroce souffrance, mais j'aurais vécu un dernier souffle d'humanité. Ouais. Donc, c'est deux extrêmes, pareil. Donc, moi, ce que j'aime bien dans la comédie, c'est que je t'hypnotise, tu vois. Je te la fais à l'envers avec ta comédie. C'est pas comme un truc d'humoriste ou de stand-upper où je te fais rire avec un clin d'œil, tu vois. Ouais. Non, la comédie, je t'hypnotise. Je te dis, regarde là, tac, tac. Et en fait, je t'envoie un message fort sur un truc d'humain. Genre, je décide de te parler d'amour, de guerre, de trahison, de tout ce que tu veux, en te faisant marrer. Mais derrière, dans ton cerveau, toi, tu vas être infusé de « il me parle de ça, ça parle de ça » sur les gens. Et je pense que l'humour, tel qu'il est utilisé comme ça, est une manière c'est un biais de pudeur. Tu vois. Moi, j'utilise ça comme ça. Dans tout ce que je fais, ça parle de trucs très profonds, profonds, c'est pas qui viennent de très profond, sur des problématiques, des doutes, des machins. Et je préfère te dire, écoute, j'ai des gros doutes sur ma place dans ce monde, je pense que plutôt que je te fais rire et dans mon ton, je vais te faire comprendre des trucs en même temps. C'est pas premier degré, c'est pas littéral. Et du coup, ce qui est chouette, c'est quand tu fais des comédies, que c'est marrant et que d'un coup tu t'arrêtes d'être marrant et que tu as juste une scène qui ne l'est pas, elle prend encore plus de poids parce qu'on se dit ah, tu vois. Et dans le discours, ce que j'aime, c'est que le mec il dit ah putain les mariages ça me fait chier, et puis truc et la chenille et tout, les mecs qui puent et tout, et puis d'un coup paf il y a un souvenir et moi je suis ému aux larmes quand je joue et tu sens les gens encore au bout de 200 dates. Ouais bien sûr et les gens tu sens que ils riaient donc ils étaient en mode détente ces machins et tout puis d'un coup ils se disent ah oui, ça me parle, ça, quand on pense qu'on va mourir et qu'on est seul chez soi et qu'on peut plus respirer et tout, puis on fait et on part ailleurs. Même le passage sur la chenille, en vrai, ça parle à tout le monde, tous les gens qui ont fait un mariage. Bien sûr. Dire, t'es dégoûté, mais on vient t'arracher à ta chaise et t'es obligé au moment M de sourire. Mais allez, Simon, vas-y, fais pas chier, vas-y, viens. Et là, c'est un rire. T'as envie de crever, en vrai. C'est un rire de connivence, c'est un rire de partage, un machin. Et puis après, t'emmènes ailleurs et tu reviens. Moi, ce que j'aime dans la comédie, c'est que je ne traite jamais comme étant quelque chose de léger. C'est que ça me permet de pouvoir... Donc c'est une comédie différente encore de... Je sais pas, des films du Splendide, Les Bronzés, ou d'un Dîner de cons, ou de choses... Encore le Dîner de cons, non, parce qu'il y a quand même ce côté... Il y a toujours du fond, il y a toujours du fond. Puis surtout, quand tu cites la bande du Splendide, c'est tellement... ils sont tous... Ce qui est fou, c'est que c'est tous des tronches, C'est comme si tu faisais une équipe de basket qu'avec des Jordan, quoi. Tu vois, t'as Jordan en meneur, Jordan en ailier, en pivot. Ils ont tous, dans leur domaine, dans leur vision du monde, dans la manière dont ils retranscrivent les humains. C'est l'équipe américaine de 92, quoi. Ouais. C'était 92, c'est ça? C'est ça. C'est un peu ça. Et donc, même leur comédie à elle n'est absolument pas une comédie qui raconte rien. Je pense que
pense que l'humour vient de la... Après, je parle pour moi. Mais souvent, l'humour, moi qui me touche, vient de quelqu'un de cassé, d'une blessure, d'un truc. C'est une manière de ne pas se noyer, l'humour, aussi. Tu vois? Donc... En tant que consommateur ou pour l'interprète? Les deux. Les deux. Moi, je vais rire souvent quand je sens l'âme derrière, l'âme qui travaille, qui cherche, qui se dit ok, je vais essayer de faire rire avec ça. Bon, comment on va faire? Je vais essayer de ne pas crever. Donc voilà, Et c'est comme ça que j'aime l'humour, moi, en tout cas. Et je crois que tu as dit dans une interview que j'ai regardée là, quand je préparais que tu aimais beaucoup de Funès dans tes références, je crois, humoristiques. Ouais, non, mais moi... En gros, lui, il incarnait souvent des personnages qui n'étaient pas des gens bien. Ouais. Qu'en fait, il faisait rire, mais avec ses travers et ses défauts de mauvaise personne, souvent dans les personnages qu'il interprétait. J'ai grandi avec les films de Funès. Et aujourd'hui, comme s'il y avait comme s'il fallait dire que de Funès n'était qu'un pantin qui faisait des grands gestes. Je trouve ça dommage de résumer ça à je trouve que justement, peut-être qu'on manque un peu d'acteurs qui incarnent en ce moment. Qui incarnent quoi. Un gars où tu fais waouh, ça incarne. Il y a un truc à l'intérieur quoi. Voilà. Et oui, effectivement, de Funès jouait toujours le patron le lâche, radin, le mec trop contrôlant ou le mec qui veut arnaquer un autre pour arriver à et ouais, c'est des moteurs ancestraux, hein. Mais c'est vrai qu'on voit moins maintenant, je pense, des mecs drôles ou qui sont labellisés comme comiques, mais qui même, je sais pas, je pense à Coluche dans Ciao Pantin. Je trouve ce film il est incroyable et son rôle de pompiste il est terriblement triste quoi, tu vois. Mais c'est un mec, c'était Potache et Coluche, enfin voilà, les gens connaissent, je pense, à part les plus jeunes, mais et il arrivait quand même à incarner ce rôle du pompiste triste seul au monde qui va finir par crever. Et j'ai pas en tête aujourd'hui de mecs comiques qui sont vraiment labellisés comiques qui arriveraient à faire ce genre. Enfin, je sais pas, je dis pas que personne n'y arriverait, mais j'arrive pas à me dire, ok, ce mec-là pourrait faire un rôle comme Coluche dans Ciao Pantin, par exemple. Quand on parlait des Mousquetaires, par exemple, tu prends un mec comme François Civil. Ouais. On voit dans ce qu'il fait, en interview, dans Five, c'est un mec très drôle. C'est un mec qui incarne, très drôle. Tu prends les mecs qui marchent le mieux en ce moment en France, Jonathan Cohen, Pierre Ninet, Leila Bekti et tous ces gens-là, ce sont des gens qui sont drôles, tu vois. Et en fait, faut pas confondre Mais moi je te parle de Coluche. Coluche c'était un humoriste. C'était un humoriste. Donc c'est comme si on demandait à un stand-upper d'aujourd'hui d'incarner un rôle aussi profond que... Il y en a forcément dans le tas qui pourraient incarner, mais je pense que ce qu'on aime chez le stand-upper, c'est aussi cette forme de désincarnation, en fait. Le stand-upper, il nous raconte ses problèmes à lui. C'est souvent une caricature de société, quand même, le stand-up aujourd'hui. C'est souvent des gens qui parlent d'eux-mêmes et de leur communauté. Et qui sont durs avec eux, et on rit de ça, tu vois. Ouais. Je pense que c'est pas la même... c'est pas la même famille de travail, de jeu, tu vois. Et ça demande des skills différents d'acteurs, tu penses? Je pense que tu mets un acteur que tu admires sur une scène de stand-up, tu lui dis vas-y, t'as un micro, t'as rien, t'as aucun artifice, tu parles, tu projettes pas ta voix, t'es juste comme ça et tu fais marrer les gens. C'est un art. C'est un art, ouais, je suis d'accord. Le stand-up. Et acteur, parce que du coup, j'en reviens à l'interview que j'avais regardée de Cassel, là. Il le dit brièvement, mais je crois que Mouloud ne rebondit pas trop dessus, mais il dit les écoles de cinéma, c'est un peu bullshit pour lui, et qu'en gros, on est acteur ou on n'est pas acteur. Et que tu apprends pas, tu deviens pas acteur, mais tu as ça en toi ou tu l'as pas, en gros. Tu es d'accord avec ça ou... Est-ce que ça bon, j'imagine ça se travaille, ça se peaufine, mais... Je pense qu'il faut une case dans le cerveau qui te permet de pouvoir te mettre en décalage pour incarner, pour être en jeu tout de suite. Et la case dans le cerveau, elle a pu être allumée par plein de choses différentes dans ta vie, positives ou négatives. C'est comme celui qui va composer de la musique, qui va imaginer de la musique, et puis il y a un truc qui s'éclaire qu'on n'a pas nous, tu vois. Celui qui va dessiner, celui qui va...
qui va envisager l'espace, le temps, c'est très métaphysique pour moi. C'est des gens qui développent des skills qu'on n'a pas nous, et être en jeu, ça veut dire, avoir un sens de la dissociation. T'as oublié que t'es Simon et tu joues Adrien, quoi. Enfin... Alors, ça dépend des acteurs. Moi, je suis pas un acteur qui s'oublie. J'ai pas ce niveau-là, tu vois. Toi, j'ai l'impression que tu nourris, en tout cas, c'est ce que tu nous dis depuis tout à l'heure. Tu nourris ton jeu, tu nourris ton écriture avec ce que t'es, ce que t'as vécu, et que c'est en permanence. Oui, mais sans que ça soit excluant pour les gens. C'est là où souvent moi je décroche, c'est quand tu sens que des gens, des artistes font des films ou te racontent des histoires, en fait, ils parlent trop d'eux, premier degré. Ce que je trouve intéressant, c'est de partir d'un truc qui t'anime toi et de le mettre dans une histoire universelle. Tu vois, mettre un truc qui... Pas... Parce que sinon tu vas chez le psy, en fait, il faut que tu parles de toi à ce point-là. Tu vois, tu vas chez le psy et c'est très bien parce que tu vas nourrir ce dialogue-là, et je pense qu'il y a des trucs à dire chez le psy et des trucs à utiliser en soi, à écrire dans une histoire. Faut pas oublier que c'est une histoire, c'est vraiment un truc, tu ouvres un livre de contes, tu fais « Ah, c'est quoi ce monde? C'est quoi les règles? C'est qui les personnages? Qu'est-ce qui se passe ?» machin. Et ça, il y a un truc plus de générosité dans le fait d'écrire, c'est le conteur, quoi. Celui qui vous dit « Eh ben voilà l'histoire que je vais vous raconter. » Et celui qui se raconte lui vraiment dans un sens de « j'ai besoin, sinon je vais mal ». Mais ton personnage d'Adrien dans le discours, c'est un mec anxieux. Ouais. Toi, tu l'as toujours dit, même publiquement, que tu es quelqu'un qui est aussi emprunt à beaucoup d'anxiété. Extrêmement, non, ouais, extrêmement, oui. Du coup, dans quelle mesure de jouer ça, c'est un moyen de... Dans quelle mesure c'est un pansement? Dans quelle mesure c'est un moyen d'exorciser tes démons? Ou alors, dans quelle mesure ça te retire... Parce que tout à l'heure, on a évoqué Matthew Perry, bon, qui est mort de drogue, qui j'imagine, a découlé d'un succès qu'il a mal géré, etc. Je pense à Heath Ledger, qui a incarné le Joker et qui, a priori, bon, on ne sait pas trop si c'est suite à ce personnage, mais il semblerait quand même qu'il l'a tellement trop incarné que ça l'aurait peut-être trop dommagé psychologiquement. Dans quelle mesure jouer, ça peut t'impacter ou alors ça peut te soigner? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, dans quelle mesure, en gros, tu te dis, ok, je vais me servir de ce rôle-là pour soigner mon anxiété, mon rapport au monde qui m'oppresse, qui m'angoisse. Ou alors, dans quelle mesure d'incarner un psychopathe comme il l'a fait avec le Joker, ça va me faire vraiment vriller et ça va me terminer finalement. Après, là, on parle d'acteurs de classe mondiale et tout ça, machin. Moi, dans mon monde à moi, en tout cas, à mon échelle, moi, ce qui va soigner mon anxiété, c'est comment je vais gérer mon existence de tous les jours. Et dans mon existence, il y a le fait de raconter des histoires. Et peut-être le fait de jouer un personnage qui est anxieux. Je joue un spectacle sur l'anxiété parce que je me sens légitime pour le faire. Je joue un type qui doit gérer l'arrivée d'aliens parce que je me sens légitime pour jouer cette émotion-là. De me dire, j'ai peur, mais je suis prêt à ce qu'il y ait un truc complètement inconnu et plus grand que moi, et juste de vouloir m'y confronter. C'est ça que je décide de jouer. Et dans le discours, je ne soigne pas mon anxiété parce que ça serait, je pense, c'est là où il faut jamais qu'on oublie qu'on est des professionnels, et c'est ça aussi qui est beau et qui est charmant dans ce qu'on fait comme métier. C'est que on est en jeu, on joue, ça nous arrive à tous de jouer un truc ou un drame absolu où on est perdu dans des crises de larmes ou de rage ou de machin, mais quand on coupe, c'est fini. C'est ça qui est beau. C'est qu'en fait, on regarde l'humain, on comprend les humains, on observe les humains, on comprend qui on est, on comprend comment est-ce qu'on se place par rapport à un événement dans la vraie vie et ce que ça provoque chez nous et tout ça. Et on l'utilise comme un skills, comme un truc concret, quoi. J'ai une ceinture comme un menuisier, quoi. Tu vois, j'ai mes outils. Et ben, je sors mon outil. Là, cette scène-là doit me faire provoquer ce genre de choses-là. Et ben, mon souci, c'est de me dire, quand les gens le verront, faut que ce soit crédible. Donc, mes outils, je les sors et je fais mon truc. Tu vois. Et après, c'est fini. Donc, moi, ce qui m'a confronté à l'anxiété dans le discours, c'est pas que le personnage soit anxieux, c'est que le fait de faire cette chose-là est angoissante.
de jouer seul. J'ai un spectacle où la lumière s'allume et elle s'éteint, j'ai pas de pause. Il n'y a pas de, tu vois, la lumière s'éteint pas, il n'y a pas de scène. C'est 1h25 maintenant, tout seul. Ce qui fait que, pour quelqu'un qui est comme moi, j'ai beaucoup de crises d'angoisse, tout ça, il n'y a pas pire sentiment. Mais frère, qu'on s'entende pour tout le monde, je pense. Non mais ça s'allume, et si tu as envie de pisser, si tu as envie de truc, si tu doutes, si tu machins ce truc, c'est 1h20. Ouais. Et ben ça m'a fait travailler sur mon angoisse. Pas le contenu, parce que le contenu, c'est ma partition. Tu vois, c'est une partition que je joue. Ok, là, il faut aller plus vite, moins vite. Là, c'est la partie où il faut qu'il soit marrant. Là, il est en colère. Là, il est triste. Là, il est ému. Tu vois, je joue. Ce qui se passe en moi, au moment où je le joue, c'est encore autre chose. Et ça pour le coup, c'est dissocié. Et ça m'a créé de l'angoisse à un point, et ça m'a permis au début, j'imagine. Ouais, les 3 premiers mois. Ouais, je me souviens, j'étais encore là. Et ça m'a permis de travailler l'homme qui était ça. Mais c'est moi face à mon... C'est le moi intime. Alors que le moi acteur, même pour avoir fait de l'angoisse, moi, sur scène en jouant, pour que tu vois à quel point c'est fucked up à l'intérieur des fois, c'est que l'intime était en train de sombrer dans l'angoisse, et à l'extérieur, je jouais mon spectacle. Peut-être même d'une manière, mieux que la veille où tu aurais été peut-être moins crispé. En tout cas, je jouais. Et ça ne se voyait pas. Et à l'intérieur, j'avais l'impression vraiment que le monde s'écroulait et que j'allais mourir d'angoisse. Mais à l'extérieur, c'était impalpable. Moi, je te le disais, ça m'impressionne, je trouve, d'être sur scène devant 600 personnes, parce que là, c'est le cas en ce moment-là, tout seul. Je pense que le théâtre, moi, je le place au-dessus du cinéma, pour ce qu'on en avait déjà parlé, du côté sans filet, du côté tu peux pas te planter, là, en plus, un seul sur scène, mec, tu peux pas te reposer sur le jeu de ton collègue qui a vu que t'as merdé ou que t'as oublié ta ligne et qui va, tu vois, là-dessus. Le fait d'être solo, t'as 600 gars qui sont assis, qui disent OK. Et Dieu sait que de nos jours, la critique est facile, le flot de critique, il est... Mais en fait, je crois que c'est là où on est... Je pense qu'on s'habitue et qu'on devient aussi chelou, c'est que tu me fais jouer devant 4 personnes. Là, je serais incapable de jouer mon spectacle devant vous, par exemple. Là, ici. Incapable. Tu m'en mets 2, 3, 4, 5, 600, 1000, 2000, plus il y en a, plus c'est facile en fait. C'est quoi qui te bloquerait là ? Pour moi. Tu serais... C'est quoi je sais pas si c'est de la timidité, c'est quoi ? C'est que le décorum ne me met pas en jeu. Le décorum ne me met pas à une place d'acteur. Là, je suis en train de te parler, je suis avec vous. Je vois comment vous bougez, je vous sens. Mais tout à l'heure, tu disais justement que le rôle de l'acteur, c'est switch off et de se dire, ok, ben là, je suis plus... Ouais, je suis plus en fait, si le public devient... parce qu'on l'a fait, hein, pas beaucoup, mais avec Alban, notre spectacle entre deux qu'on jouait en 2005, on a fait pas 4 personnes, on a dû faire 8 personnes un soir à Bordeaux, je crois. Bah non, je sais pas, ça devient... c'est beaucoup plus dur, quoi. C'est tellement peu que c'est pas motivant ? Non, c'est que les gens sont des individus concrètement palpables. Quand c'est une masse de public, il y a un truc d'énergie, un transfert d'énergie qui est hyper cool, c'est que... En plus, moi, c'est un spectacle où je parle... Je prends un témoin des gens tout le temps, en fait, donc je raconte des choses aux gens. Je suis pas en jeu, je suis face à eux beaucoup. Et c'est vrai que au bout de 30 secondes, il y a un truc organique qui se fait entre la masse publique et moi. La masse, parce que c'est une masse d'énergie, en fait, qui a une couleur, une tendance, tu vois. Et donc, en gros, je me dis, ok, ce soir, ils vont être comme ça. Tu les ressens, les vibes, ouais. Suivant les dates ? Oui. Au bout de 30-40 secondes, parce qu'il y a des marqueurs dans le texte. Et je vois leur manière de réagir au début. Je sais exactement ce qu'ils vont aimer, pas aimer, le moment qu'ils vont être chiants pour moi et tout. Et en fait, j'essaye et tu joues avec eux. D'un coup, tu fais un truc, ils rient. Puis après, toi,
t'enchaînes, donc tu coupes un peu le rire, puis machin, puis tu sens, en fait, tu ressens. Enfin, je te dis, quand justement je passe de... À un moment donné, personnage, il bouffe un chocolat, et c'est un chocolat avec le truc blanc dégueulasse à l'intérieur, et donc il fait tout un truc sur... en fait, ma vie, c'est de la merde, parce que je tombe toujours sur des chocolats de merde, et nanana, et les gens rient, et il finit par dire, putain, mais voilà, mais même là, je suis seul, quoi, je suis seul. Et en fait, en disant je suis seul, moi, ce que j'ai travaillé émotionnellement en répétition, c'est que ce mot-là vient lui rappeler toute sa blessure profonde. C'est d'être tout seul, abandonné, en fait. Et à ce moment-là, le mot seul fait que moi, en jeu... Donc là, tu l'imprègnes de toi, le mot seul, au moment où tu le joues. Non, c'est que j'ai travaillé émotionnellement sur mon texte. J'ai une metteuse en scène, Catherine Chaube, qui m'a fait la misère. Je rentrais le soir, je dormais, je m'effondrais tellement que j'étais épuisé. Elle m'a fait travailler. Elle m'a dit, pourquoi tu veux faire ça? Je fais, je sais pas. C'était que des raisons de surface, de merde. Pourquoi tu veux faire ça? Je trouvais pas. Et puis on a commencé elle m'a dit, tu vas aller accrocher tous les passages du texte à des trucs qui ont un sens pour toi. C'est pour ça qu'au bout de 200 fois, je suis toujours ému à la fin du spectacle. Je termine et je parle à un petit garçon qui fait du vélo et qui tombe, et en fait, je lui dis, mais c'est ça la vie, en fait. Donc tu vas te relever, et puis ton vélo, il va filer droit comme le vent, t'inquiète pas. Et je lui parle, et je parle donc au petit garçon, je parle au personnage, en fait, évidemment. Et au-delà de ça, moi, dans ma recette de cuisine pour le jouer, ces trucs-là, je parle aussi au moi, petit garçon, qui était terrorisé. Et puis, je parle à mon petit garçon à moi, aussi. Donc, en fait, tout est branché pour que quand je le joue, il y a une résonance. Mais je m'en sers comme des outils, tu vois ce que je veux dire? C'est comme je disais tout à l'heure, c'est mes outils. C'est pas, je m'abîme pas à le faire. C'est juste que j'ai connecté tous les trucs du texte à des choses que je pouvais reproduire de manière crédible, pour que les gens y croient. Donc quand je dis seul, les gens rient parce que vraiment, Fab Caro, il est très drôle et ce texte est très drôle et les gens rient et rient et rient. Et je dis seul, et d'un coup, quand je le fais bien, quand je fais seul et que on voit même dans mon visage qu'en fait il se rend compte qu'il est seul à ce moment-là de la soirée, ça passe de rire à un silence de mort, et j'entends les gens respirer. Et ça, je trouve ça incroyable dans le seul en scène, dans le spectacle, c'est que les gens ils montent dans le grand 8 avec moi, tu vois. Sauf que moi je suis devant et je connais le parcours, tu vois, donc ils me suivent, mais j'adore ce truc-là. De me dire la magie du théâtre, c'est de ressentir en direct. Quand tu fais du cinéma ou de la série télé, quand il y a un écran entre les gens et toi, tu peux que supputer, quoi. Et te dire a priori ça, mais tu sais pas. Et quand tu joues un truc 200 fois, j'imagine que tu incarnes mieux ton personnage, mais est-ce que tu finis pas par au final, d'une manière un peu paradoxale, à en être désincarné, de lassitude ou de mimétisme, de jeu réflexe? C'est le risque. Je pense que c'est comme dans la vie, hein. Il y a des fois, tu arrives, tu es fatigué, tu es triste, tu es en gueule de bois, parfois tout en même temps. Parfois, on t'a fait chier avant. Parfois, tu as eu, comme j'ai eu il n'y a pas si longtemps, là, quelqu'un d'absolument odieux qui avait son téléphone dans la main et qui recevait des SMS avec les flashs qui font clac, clac, clac. Et elle en a reçu, je pense, 10. Et elle répondait. Donc en fait, toi, tu joues, tu es face au public, tu vois flash, 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 toutes les Mon Dieu. minutes. Et elle répond. Donc l'écran, tu vois venir. Tu vois que sa gueule, en fait. Voilà, puis elle répond longtemps. Et ça revient, et ça revient, et ça revient. Et en fait, j'ai été sauvé par quelqu'un, une dame, je crois, qui lui a fait vraiment genre ça. Sur le téléphone? Ouais. Au bout de 15 fois, tu Dieu vois. merci, quoi.
Merci madame. Là, t'es un stand-upper, tu la coupes en deux en revanche, je pense. Et c'est légitime et elle peut s'y attendre. J'ai eu ça, ouais, j'ai eu ça un soir. J'ai eu un soir, il y a un moment émotionnel dans le spectacle, c'est vraiment le climax du spectacle, et il y a un mec au premier rang qui se lève pour aller pisser. Oh fuck. Qui enjambe les gens et tout. Et en fait, j'ai fini mon spectacle et tout. Et j'ai remercié les gens, l'équipe et tout. Et je fais, bon, alors maintenant, je vais m'occuper de vous. Et je l'ai imité depuis chez lui, depuis le moment où il a envie de pisser, puis il peut pas y aller et tout. Et je l'ai rôti, quoi. Mais c'est vrai que... Il a kiffé ou il l'a mal pris? Je pense qu'il était content En fait, je pense que pour se lever à un climax de spectacle, pour aller pisser quand t'es au premier rang, c'est que t'as un petit besoin d'attention. Tu crois? Tu sais que t'as lu le programme, tu sais que ça fait, tu vois, qu'il reste 10 minutes, tu te dis, allez, je me retiens, tu vois, bref. Et en fait, j'ai eu plein de trucs comme ça, j'ai eu des commentaires pendant, des gens qui bouffent des chips, et en fait, tu te dis, bah, si je m'arrête, déjà, je vais mettre un froid. Ouais. Et les gens qui ont payé leur place et qui, eux, kiffent. Qui veulent l'expérience, ouais. C'est vraiment c'est une métaphore du vivre ensemble, de dire moi, je vais pas, mon petit confort à moi va pas me faire casser le moment de gens qui sont là, qui ont kiffé, qui ont payé leur place pour kiffer. C'est pas possible, c'est pas juste. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, tu as vraiment envie d'arrêter, de dire ok, on s'arrête 2 secondes, tu prends les personnes, tu les dégages du théâtre, tu fais allez, on reprend, tout va bien, mais on peut pas. Tu peux pas, ouais. Non. Et du coup, tout à l'heure, on parlait un peu de ton rôle de papa. Ouais. Dans quelle mesure ça t'imprègne, dans quelle mesure ça t'inspire, ou même dans quelle mesure toi t'espères l'inspirer et l'imprégner avec ce que tu fais, avec ton métier qui est quand même singulier? Je pense que ça, dans mon métier, je sais pas où ça joue vraiment. Je pense qu'il y a un truc, c'est que là où ça change, c'est plus dans le concret. C'est que pour que je fasse un projet, il faut que ça vaille la peine de partir loin de mon fils, déjà. Donc ça conditionne le métier différemment. Bon, il y a toujours un truc, pour être dans une famille d'acteurs et tout, quand mon fils est dans une salle de théâtre, il déteste ça, mais à chaque fois, je lui rappelle, quand les gens applaudissent, tout, c'est ton moment à toi où genre ton ego, il est brossé, tu vois. Je dis pas qu'il est rempli parce que c'est juste des gens qui te disent merci, tu vois. C'est pas on t'aime, c'est merci. Il faut savoir aussi, et ben à ce moment-là où genre, c'est toujours à ce moment-là que mon fils est là, que je lui rappelle que dans ma vie, avant tout le reste, c'est lui. Il n'y a rien qui viendra. Et ce métier, justement, c'est bien aussi de le mettre à la bonne place. Tu vois ? Faut pas que ça nous... Parfois... Tu veux qu'il te voie comme son père et pas comme un... Je veux qu'il comme un mec qui triomphe sur scène. Mais en fait, je veux qu'ils se disent qu'à ce moment-là, où moi, j'ai fait mon truc et où je suis applaudi, je suis machin, je dis oh, super, je suis très heureux d'être là. Mais là, ce qui me rend vraiment le plus heureux, c'est que lui, il soit là avec vous. Voilà. C'est ce que je dis souvent. Je dis, je fais la chose que je préfère au monde avec la personne que je préfère au monde. Je peux être le plus heureux ce soir. Et c'est vrai. Mais ça, c'est faux. On fait un métier où tout passe par l'ego. Et c'est hyper important d'avoir des endroits où on est connecté. Faut pas oublier, tu vois, que nous on fait un métier où il y a des gens qui viennent à 4 pattes et qui nous lassent nos chaussures. Et les gens trouvent ça normal au bout d'un moment. Et en fait, c'est juste que il y a 2 choses. Il y a l'habilleuse. La costumière lui a dit mon costume c'est ça. Donc quand machin il est assis là, il faut que le lacet soit beau, bien mis. Donc elle vient le faire parce qu'elle a vu le plan et donc elle vient travailler. C'est comme quelqu'un qui vient sur une peinture mettre un truc, tu vois. Il fait ok, c'est bon, c'est pas toi qu'elle regarde, c'est l'image. Il y en a qui pensent que c'est eux et donc qui décrochent de la réalité, tu vois. Tu as pensé toi ça à un moment? Tu te trouves avec du recul? Oh, moi quand j'étais plus jeune, j'étais mal dans ma peau, j'étais pas bien, j'ai
très vite, quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai eu des responsabilités, des machins et tout. J'ai eu une phase, mais j'ai un entourage d'amis qui m'ont remis sur terre un peu, ouais. Je pense que moi, j'ai vu ça très vite comme un truc où je pouvais m'échapper d'une partie de ma vie qui n'était pas la plus heureuse. Et j'étais très jeune quand j'ai commencé. Et quand j'ai commencé à avoir des sous et des beaux projets. Donc en fait, mais j'ai eu l'avantage d'avoir notamment même Alban avec qui on était au quotidien à l'époque. Alban qui fait ouais, je t'aime, hein, mais vas-y mollo. Ouais, vas-y mollo, gars. Ça m'a pas duré longtemps parce que je pense qu'après je me suis rendu compte de la dureté de ce métier, le fait que on soit, c'est très précaire en fait, tu vois. En fait, tu peux être le meilleur pour quelqu'un, tu peux être insignifiant pour un autre, puis tu peux être le pire pour d'autres, tu vois, dans ce que tu fais. Et qui a raison? Personne. Personne. Personne n'est le meilleur. Usain Bolt, c'est le mec le plus rapide du monde. À la limite, ça c'est écrit sur un truc, tu vois. Mais le meilleur acteur, c'est qui? Pour toi, c'est un tel, pour moi, c'est un autre, puis voilà. Donc, c'est subjectif. Il ne faut pas se perdre. Ce métier, je te dis, chaussures, machin, on t'emmène. L'acteur, il est surprotégé et tout. L'acteur, il est surprotégé parce que l'acteur, il est à l'image, en fait. Tu vois? En fait, un acteur dans un film, c'est un œuf de Fabergé, quoi. C'est un truc fragile qu'on doit protéger parce que si il est malade, s'il est machin, s'il est truc, s'il est train, on ne tourne pas. Ça coûte de l'argent. Il ne faut pas oublier ça, en fait, qu'on est juste... qu'on fait un métier... Du coup, les récompenses cinématographiques... Eh ben. Elles ont... Parce que quand on dit le César du meilleur acteur, l'Oscar du meilleur acteur, en réalité, c'est un abus de langage, peut-être. Parce que c'est au moment M sur l'année 2023... Ouais. Sur la période de 6 mois où ce film est sorti, avec ces autres-là. Cette communauté-là qui vote, la communauté du cinéma premium, machin et tout. Ouais, mais non, mais ça a du sens. De toute façon, les prix, on a beau dire tout ce qu'on veut. Quand on a un prix, on est content. On est content, mais du coup, du coup, il y a Charles qui est derrière la caméra, là, à ma gauche, là, et on a fait un épisode ensemble où on parlait un peu de l'art. Et si, comme on le dit, le cinéma est un art, est-ce que ça a vraiment du sens de dire que tel acteur est le meilleur? Est-ce que ça aurait du sens de dire tel peintre est le meilleur? Si on parle que d'un truc qui repose sur la subjectivité, pour le jugement, pourquoi on décernerait des prix aux acteurs alors qu'on n'en décernerait pas aux sculpteurs? Alors après si, parce qu'aujourd'hui il y a des prix pour tout, il y a le prix du meilleur écrivain, il y a le prix du... Parce que ça fait vivre l'industrie, je pense. Mais dans le sens, elle est vivante, elle est visible. On célèbre le cinéma au César, le cinéma... En fait, je pense que ça écorne l'ego des autres acteurs. Alors après, c'est le comment dire, c'est le fond de la compétition, c'est l'essence même de la compétition, c'est qu'il y a un gagnant et il y a des perdants. Mais quand on fait du sport de haut niveau, on est OK de rentrer dans cette dynamique de compétition, de perdre, même d'être blessé physiquement parce que par un adversaire, par un mauvais geste. Mais quand tu fais un métier comme ça, qui, comme tu le dis, d'ego, où toi, au fond de toi-même, tu as quand même envie de penser que tu es le meilleur, même si tu ne vas pas avoir le prix, à chaque fois, c'est des coups de poignard, je pense, pour certains, nous, on en rigole. Enfin, il y a des acteurs qui sont moqués pour ça, pour être constamment nominés et jamais récompensés. Mais je pense que c'est toute la difficulté de ce milieu, c'est qu'en fait, c'est subjectif, puis tu as une échelle de la hype, et tu te rends compte où tu es dans l'échelle de la hype quand tu es à une soirée. Parce que tu as ceux qui te disent pas bonjour, ceux qui te font salut, tu vas bien. Tout ça, c'est ceux qui sont bien plus haut dans la hype et inversement. Donc en fait, si tu décroches ça, si tu décroches de ça, tu seras toujours moins successful que quelqu'un, moins bankable, machin, un truc. Ce qui compte, c'est les convictions, c'est les tripes, je pense. Mais qui arrive réellement à s'en détacher?
je pense qu'il faut toujours y penser. Et on est toujours en train de se dire, putain, mais moi, là, le rôle, je le méritais plus que lui, il vaut rien, mais comme il a plus d'abonnés sur Instagram que moi, ils l'ont pris. Et tout ça. Il y a 1000 raisons aujourd'hui d'être en colère et révolté, mais au final, l'essence de ce qu'on fait, c'est quand on fait ce métier. C'est quand on fabrique des personnages ou des films ou des histoires et en fait, c'est ça l'essence, c'est quand tu fais ton métier. Et que derrière, là, tu me donnes la version romantique de ce qui devrait nous animer, c'est d'incarner des personnages et reste, on s'en bat les couilles. C'est ce qui me tient. C'est ce qui me tient. Je dis pas incarner des personnages, jouer dans un truc avec pas de monde et machin. Non, moi, je vise de jouer au Théâtre de la Renaissance, je vise de faire une belle tournée, je vise de faire une série pour les plus grandes plateformes, je vise de faire un film pour cinéma. Ça, c'est mon ambition. C'est-à-dire que j'ai envie de faire mon métier dans ce cadre-là. Sauf que, je sais pas comment dire, c'est un milieu où tu décides de jouer en Ligue des Champions, quoi. Donc Ligue des Champions, ça veut dire que c'est impitoyable, ça veut dire que si tu joues mal pendant une mi-temps, tu sors, et que si c'est demi-temps, tu joueras plus jamais dans ton équipe, machin. Ce frisson-là, moi, je l'aime bien de jouer en Ligue des Champions. Mais quand je passe des soirées avec des mecs qui jouent en Ligue des Champions, c'est pas là où je m'amuse le plus. Parce qu'il y a une compète d'ego, de machin, un truc et tout ça. Mais moi, j'adore me dire, putain, là, ma série, elle sort dans 90 pays. Donc ça veut dire que quand je lance le moteur pour 90 pays, tu vois. Et j'adore ce truc-là. J'adore me dire que le théâtre dans lequel je joue, il est plein, et il est beau, et ça fonctionne, et machin, et tout ça. Et on a besoin de se rassurer. Mais au final, c'est faire ce métier. C'est faire ce métier qui est le plus important. Et de donner les moyens de le faire là où tu penses que tu peux t'épanouir. Moi, je pense que si je devais être dans une autre ligue actuellement, je me sentirais malheureux. Quand j'étais plus jeune, j'ai aussi ça en moi. J'ai ce côté-là aussi, des mecs qui m'agacent. C'est que moi, quand j'étais jeune, je jouais dans une compagnie de théâtre avec des copains à moi. Et en fait, mon ambition, elle me faisait... Tu vois, j'étais comme ça, quoi. Ouais, c'est bien. Ok, on est là, on est à Lyon. Bon, il y a un peu de monde ce soir. Ok. Putain, allez, c'est... Tu vois ? Ouais. Étape suivante, quoi. Ouais, je veux jouer en Ligue des Champions. Mais Ligue des Champions, ça implique... Tu vois, c'est de la thune, c'est de la compétitivité, la concurrence, des trahisons, des machins, tu penses que t'es bon, puis t'as le mec qui vient de se transférer de je sais pas quel club, le petit génie brésilien qui arrive, et genre en un mouvement, tu deviens le vieux ringard, machin et tout. T'as le mec, le rageux qui va faire exprès de te blesser pour machin. C'est ça, quoi. Tu acceptes de jouer dans cette arène-là. Et c'est vrai que moi... Ce qui, encore une fois, s'oppose à l'art, je trouve, en réalité. Quand tu mets des considérations financières, des contrats, des clauses au contrat, des avenants au contrat, tu sors du cadre un peu bohème de la compagnie de théâtre qui joue pour l'amour du jeu, qui joue pour incarner les grandes pièces, les Molières, les choses comme ça, un petit peu. Mais tu vois, moi, je me considère... je suis pas dans ce truc d'acteur ou machin et tout, mais genre, demain j'écris un film, j'ai envie d'aller le proposer aux acteurs qui jouent en Ligue des Champions des acteurs, tu vois. Puis après, je vais aller aussi en chercher d'autres ailleurs, des moins connus, des machins, mais en fait, là, on parle pas de hype, on parle de talent, tu vois. Il y a aussi ça, c'est que on a beau dire tout ce qu'on veut, mais quand tu vas chercher tes acteurs en Champions League, ils ont quand même le niveau pour jouer en Champions League. C'est souvent, t'as le débat de... Moi, je suis fan de NBA, donc, et donc tous les mecs disent « Ah, mais lui, c'est une cloche, putain, il sait pas jouer, les trucs et tout. » Le mec, mais en fait, le gars, il est en NBA, en fait. C'est-à-dire qu'il joue contre tous les mecs de Dijon, il les humilie en 2 gestes. De Dijon, de Paris, de tout ce que... Ça reste ça. Mais ça veut pas dire qu'il y a que des bons acteurs, mais... Moi, j'ai aussi adoré aller chercher des acteurs qui ne sont pas dans le réseau. Tu vois, des gens de théâtre.
et que j'ai grandi ici pour les amener aussi à l'écran, pour mélanger les énergies. Je pense que si tu fais c'est une recette de cuisine, quoi. Tu vois, tu vas acheter les bonnes tomates chez le bon maraîcher, machin et tout, puis tous les ingrédients sont bons, puis tu mélanges ça, puis putain, c'est bon, il n'y a que des bons produits. Donc forcément, ensemble, c'est... On retrouve le Simon fin gourmet, là. Bien sûr. Du coup, t'en es où, là, aujourd'hui parce que là, tu viens de finir ta tournée. Ouais. Enfin, tu clôtures, là, donc on est fin 2023. Pour faire kiffer un peu les gens qui t'aiment, c'est quoi les projets Simon Astier à venir? T'es sur de l'écriture, t'es sur du... Je suis sur de l'écriture, je suis sur des beaux gros projets. Des beaux gros. Des fois tu fais, bon là j'ai un beau projet. Bon, c'est payé de la merde, mais donc du coup je vais devoir faire un gros projet après pour pouvoir payer le beau projet. Et là je fais des beaux et gros projets. Donc je suis content de rassembler ces deux énergies-là. C'est-à-dire que tu kiffes et tu prends des ronds en kiffant. Ça veut dire qu'on a les moyens de travailler. Moi je suis un des experts en France de pouvoir faire croire qu'on a de l'argent un peu, alors qu'on n'en a pas du tout. Et là, l'argent dans le sens, pas dans mes poches, hein, l'argent à l'image. Ouais, bien sûr. C'est vraiment... là, on a les moyens de pouvoir filmer ce truc, de construire ce machin, que la course-poursuite soit stylée. Donc il y aura une course-poursuite ? Ah ouais. Je travaille sur un gros film Amazon, avec des gens de grand talent, et une nouvelle série aussi, je pense, à venir. T'as tout et rien dit, t'as surtout rien de plus, t'as plus rien dit que tout. Parce qu'on peut plus rien dire. Maintenant qu'on travaille pour les Américains, ils nous font signer des trucs. Je pense qu'un jour ils vont nous prélever l'ADN ou je sais pas, un truc, ils vont nous mettre des puces pour savoir si on parle quand même des projets un peu en secret et tout. Donc non, on peut pas. Ouais, on va éviter de... Pas dire pour l'instant. Tu peux pas prendre de procès, quoi, tu peux pas te permettre. Bah ouais, franchement. Oui. Tu vas toujours au ciné? C'est quoi ton rapport avec les plateformes et les salles obscures Moi, le cinéma, j'y vais plus. Ah là, le cassage de magie que tu viens de faire. Non, le cinéma, j'y vais de moins en moins. J'y vais parce qu'en fait, maintenant, quand je vais au cinéma, malheureusement, je suis obligé de voir les écrans de téléphone des gens devant moi et ce qu'ils font. Et j'ai l'impression que le temps de... Ça y est, putain, je suis devenu un vieux, mais j'en ai rien à branler. J'ai 40 ans, les gars, franchement, mais... les gens se concentrent en général maintenant moins de 10 minutes. Ouais, ça s'est prouvé d'ailleurs. Et donc j'essaye d'aller voir des films à des horaires qui me permettent d'éviter parce que maintenant les gens aussi répondent au téléphone dans la salle de cinéma. Ça, je l'ai vécu quand je vivais à Lyon il y a 3 ans, là, 4 ans. Quel calvaire. Et surtout, ce qui est fou, c'est que c'est vraiment, t'as l'impression que t'es dans un autre espace-temps, parce que quand tu dis « excuse-moi, tu peux fermer ta gueule ?» Enfin, gentiment, tu vois. Ouais. Est-ce que tu peux raccrocher? Et ben bizarrement, tu te fais un peu insulter. Alors que tu te dis, bah, c'est bizarre parce que normalement, c'est toi qui pètes les couilles de tout le monde, là. Comme dans le train, c'est le même syndrome, tu vois. Ouais. Non, mais au ciné, normalement, c'est acquis que tu téléphones pas. En théorie. Tu fais, excuse-moi, tu peux raccrocher? Ouais. Souvent des l'étape d'après, de c'était un enterrement et tu téléphones, tu t'en bats les couilles. Pour moi, juste au-dessus, c'est cette étape-là, tu vois. Ou une messe ou un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai que le cinéma, mais le ciné, ou alors... non, mais j'essaie d'éviter les séances avec beaucoup de monde. Après, si tu vas dans des cinés, je sais pas, bon, les Dijonais, ça parlera, des Eldo, des trucs comme ça. Ouais, ça n'arrive pas, je pense. J'espère. J'espère. Non, mais c'est vrai, je me souviens une fois, j'étais devant Boîte Noire au cinéma et tout, avec Pierre Ninet, là, et c'est un truc où c'est haletant, tu vois, c'est haletant. Et en fait, à la fin du film, j'étais tout au fond de la salle, il y avait vraiment, je sais pas, 40 téléphones comme ça, les écrans allumés, et tu fais, bah, mon plaisir, ça me nuise. Mais alors, est-ce que toi, du coup, pour se faire un peu l'avocat du diable, devant Netflix, est-ce que ça t'arrive pas de scroller sur ton téléphone quand tu regardes un Netflix mais c'est quand je me fais chier. Amazon Prime ou uniquement, pour de vrai? On enlève le sarcasme là, vraiment, c'est une vraie question. Si, moi j'ai développé une addiction, mais jamais au théâtre, jamais au cinéma. Genre, ton crush du moment t'écrit pendant un bête de film? Je crois plus en l'amour, vraiment, j'ai plus de crush. Putain, mais les gars, mais si moi, je crois plus en rien, je crois plus au ciné, je crois plus aux meufs. C'est vraiment une blague. Non, mais pour de vrai.
j'ai le réflexe de... Attention, un truc de vieux. Oh, j'adore ça. Parfois, je prends mon téléphone, je fais clac, clac, je suis sur Instagram et je ne sais même pas comment j'y suis allé. C'est comme un prolongement de... Et ça, je trouve ça dangereux parce que je trouve qu'Instagram... Et j'aimerais bien un jour, en tant que boomer, hein, que vraiment une étude sorte pour prouver que ça agit sur la santé mentale. C'est sûr, mec. Et donc, du coup, j'ai fait un truc. Waouh. J'ai fait un truc, c'est que je me suis mis au mot fléché. T'es vraiment un yeuve, hein. Cet été, je me suis dit trop de téléphone. Et en fait, comme j'ai besoin d'occuper mon cerveau à faire des trucs, eh ben, j'ai expérimenté en août le fait de mettre mon téléphone loin et d'avoir mon truc pour faire des mots fléchés. Mais du coup... J'ai tenu un mois. Après t'as arrêté. Ouais, mais c'est cool, hein, les mots fléchés. Mais par exemple, t'aimes les Lego, je sais. Ouais. Alors, je pense que c'est un truc que tu partages avec ton fils, oui. Mais... est-ce que le téléphone, pour de vrai, autre vraie question, blague à part, est-ce que ça impacte vraiment? Parce que moi, je le sais, par exemple, quand je fais un peu de piano, je suis incapable maintenant de faire 20 minutes de piano d'affilée sans prendre mon téléphone, aller sur Insta comme un gros mongol. Et du coup, à chaque fois que je vais coincer dans un morceau, hop, je sors mon téléphone et comme un abruti, D'ailleurs, ça me fait penser qu'hier, j'étais dans l'avion et vraiment, je te rejoins. Je regardais le fameux Mission Impossible qui était vraiment dégueulasse et je me faisais chier. J'ai pris mon téléphone à côté de moi. Et j'ai oublié l'espace d'un instant que j'étais dans l'avion et je suis allé sur Instagram. Est-ce que tu te rends compte que dans un avion, où j'avais pas pris le Wi-Fi dans l'avion, j'ai quand même tenté d'aller sur Insta dans l'avion. T'imagines un peu à quel point on est pollué, tu vois. Et du coup, ma question c'était, est-ce que ça t'impacte dans ta qualité d'écriture, dans ta productivité? Oui, mais par contre je m'en suis rendu compte, donc je m'en occupe. Mais je pense que oui, ça enlève de la... C'est marrant, hein, comment... Est-ce que tu lis encore des bouquins? Oui, mais je suis obligé, moi. Pour nourrir l'imaginaire? Ouais, puis pour m'imprégner de la culture à travers le temps. Et puis des bouquins techniques aussi, et puis plein de trucs, ouais. Non, mais les réseaux, moi, je m'en sers pour travailler, je vois l'impact que ça a. Et je trouve qu'ils ont encore changé. Moi, j'ai vraiment connu l'arrivée des réseaux au moment où j'en avais besoin pour HeroCorp, et ça a vraiment permis à HeroCorp de devenir un petit truc que les gens se sont échangés et tout, c'était super. Ça. Et en fait, à l'époque, il y avait ce truc qui était aussi lié à l'activité. Et c'est vrai que je pense que depuis que c'est lié à la personne maintenant, ouais. Tu te rends compte que c'est même plus... Ça devient un peu moins un truc de promotion. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce truc t'encourage à parler de toi. Alors, moi, tu vois, je suis pour parler du coup d'un domaine qui te concerne, le compte Netflix, je suis choqué de voir à quel point, enfin, c'est de la com et je pense qu'ils le font bien, mais parce que t'as remarqué à quel point, quand ils ont un gros film ou une grosse série qui sortent, ils spamment, mais à mort, sur l'acteur, sur... Ah, j'ai pas vu. Ils mettent constamment, enfin, il y a 2 semaines, bon, il y avait eu le cas avec Alban quand Balle perdue est sorti. Après, là, c'était avec Nassim Ilyes, là, sur le nouveau truc qui est sorti. Et en fait, je me rends compte, je me dis, putain, mais... Et il s'adresse aux gens directement, c'est-à-dire qu'il y a un vrai tutoiement dans l'engagement des postes. Mais ça doit être de la com tellement mais c'est de la pensée, com... ouais, mais je trouve que c'est une com infantilisante, un petit peu. Parce qu'il y a ce côté toujours un peu blague, vanne. C'est pas une com éditorialiste, vraiment de dire, voilà notre projet... ah oui. Tu vois, c'est... Mais parce qu'on va vers ça aussi. C'est ça, c'est que tu peux plus faire machine arrière maintenant. Et il y a tellement de contenu à promouvoir et tout, c'est très compliqué hein, maintenant de ça t'inspire ou ça te sortir du lot? Ou ça te noie, toi, en tant que créateur, en tant que mec qui écrit des projets de... Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une offre. C'est vertigineux parce que on te pousse à brander, comme on dit, ce que tu fais beaucoup, parce qu'il y a tellement d'offres. Et on se rend compte que, a priori, les tendances sont en train d'apparaître clairement, c'est qu'il y a tellement d'offres que ça va commencer à diminuer. Il y a trop de séries, trop de trucs, trop de plateformes. Ouais, c'est tellement éparpillé que je pense que ça ne peut plus tenir comme ça. Et que ça va, je pense, se réduire un petit peu. Qu'il y aura moins de projets? Oui, parce que ça peut plus tenir. Enfin, il y a trop. Et du coup, en com, ça fait que d'un coup,
ce que j'ai vécu, la fraîcheur des records à l'époque, parce que c'était nouveau et que c'était, tu vois, il y avait un boulevard. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que pour avoir un article sur un truc à toi, tu sais, faut que la voiture, elle soit, tu vois, faut que tu arrives en disant, regardez, j'ai ça dans mon film, c'est genre charmé, tu vois, parfois c'est un peu la course à ça, et à la fois, là, je dis ça, mais il y a toujours des petits projets de mecs passionnés quand les gens qui mènent leur projet ils sortent quand même, tu vois. Ouais. Voilà. Et il y a encore de la place pour les petits l'indé, quoi. Oui, il y en aura toujours. Mais c'est vrai que on est quand même noyé maintenant dans une masse où il faut avoir des putains d'assets pour sortir du lot. Du coup, je retente ma question parce qu'on va devoir bientôt rendre l'antenne. Est-ce qu'on peut savoir ce qui va sortir de Simon Astier l'année prochaine ou pas? Non. On peut vraiment pas le savoir. Non. C'est-à-dire que les gens vont voir l'épisode début janvier, je pense. Ouais. Bah déjà, tu peux même pas nous teaser un petit peu, nous faire déjà, kiffer. s'il y a des gens à Nantes, à Tours, à Lyon, à Bordeaux, à Lille, à machin, déjà je viens jouer chez eux. C'est quoi les dates? Novembre, décembre, janvier prochain. Dans un an. Ok. En 24. Les places sont déjà en vente? Certaines, oui. Sur mon Insta, j'ai un lien avec les dates qui sont déjà en vente. Ok, on mettra le lien dans la description du podcast, les gars. Et après, ouais, des trucs trop bien. Mais ça sort l'année prochaine. Tournage. Non, ça va tourner. Ça va tourner l'année prochaine. Là, je suis en écriture, ouais. D'accord, ok. Et de te revoir à l'écran en tant que comédien, c'est possible? C'est en projet? Bah, certainement dans un ou deux trucs que j'écris, ouais. Ok. Ça va me prendre beaucoup de temps. Ouais, je pense que j'ai des petits rôles un peu cool à m'écrire dedans, ouais. Ok. Super. C'était un vrai kiff, mec. Merci, mec. Franchement, non, j'ai grave kiffé. J'espère que les gens vont kiffer aussi. Reviens, quoi. Tu nous manques, quoi. Non, mais t'es bien là-bas, mais tu nous manques un peu quand même. Enfin, tu nous manques. Tu me manques. Alors, est-ce que c'est l'ami qui te manque ou est-ce que c'est le coach? Les deux. Ah ouais. Mais c'est indissociable. À mon avis, c'est plus le coach, parce que si c'était vraiment l'ami, tu connaîtrais ma date d'anniversaire déjà. Pouah, mais je connais pas. Je suis obligé de te remettre une bastos. Putain, mais il y a des gens proches de moi, je connais pas le Non, mais après, voilà, ça restera une plaie. Ouais, je comprends. Voilà, elle va se refermer un peu, il y aura un peu de tissu cicatriciel, mais bon, voilà. Précis. Ouais. Tu vois? Oui, bien sûr. Précis. Bien sûr. Donc les gens, s'ils veulent te retrouver, Simon Astier sur Instagram. Simon Astier HC. Simon Astier HC. Ouais. Après, TikTok, il y a aussi Twitter. Snapchat. Non, Twitter. X. Mais Insta. Bah ouais, parce qu'en fait, X, c'est... Ouais, des fois, tu vois des images que tu veux pas voir. Ouais, j'avoue. Il y a des trucs de violence et tout, et des gens qui meurent et tout. Ouais. La vraie vie, quoi, comme on dit. Moi aussi, mon merci. Non, t'allumes, tu fais ça, tu fais. Ouais, non, c'est chaud. Bon, merci à toi. Je presse parce que je sais qu'après on va nous dire qu'il y a un problème de carte, de batterie, que tu connais, quoi, tu vois. Donc les gars, franchement, régalez-nous avec les likes, les partages. T'es le seul podcast que je tourne en France et je pense que t'es le seul qui mérite vraiment d'être tourné. En tout cas, merci. Ils ne sont pas dispo. non, en vrai. On avait convié notre ami commun Alban, mais il est en l'occurrence pas dispo. Donc les gars, merci à Simon, merci à l'équipe de tournage et surtout merci à La Vapeur. On est aujourd'hui dans un des studios de répète pour les musiciens de La Vapeur, la salle de concert à Dijon. Les gars, en tout cas, c'était Ça dit quoi, épisode avec Simon Astier, l'immense, le talentueux, le drôle, génialissime Simon Astier. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, c'était un vrai plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Donnez de la force à Simon, donnez de la force à l'épisode. Merci à Charles et Alice qui sont là la veille de Noël pour l'épisode. Et à très vite sur Ça dit quoi. Ciao.